Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean d'Américain, donc j'ai le plaisir de modérer cette session avec Arnaud Thill, session intitulée Lésions induites par la ventilation mécanique, avec 4 présentations. Et on va commencer d'emblée avec Nicolas Deprost qui va nous parler donc de la physiopathologie de ces lésions induites par la ventilation mécanique. Bien, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Donc, je vais effectivement vous parler de la physiopathologie des lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique, qu'on va appeler VILI, par simplicité. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, quand on parle du VILI et de sa physiopathologie, il me semble qu'il est important de rappeler quelques papiers historiques pour bien comprendre la succession des événements. Vous savez que le premier article qui a nommé le syndrome de détresse respiratoire aiguë date de 1967, c'est le papier d'Ashbaugh et Petty. Et il est très intéressant de voir que 3 années après seulement, le papier de Mead sur l'atélectroma, qui est l'un des papiers les plus cités dans la littérature sur le VILI, a été publié. Ce papier, qui reposait sur un modèle expérimental d'interdépendance pulmonaire avec des préservatifs suturés les uns aux autres, faisait l'hypothèse que dans les régions qui sont contiguës aux régions atelectatiques, la pression de distension des alvéoles pouvait excéder de très loin la pression transpulmonaire, avec des chiffres donnés dans le papier. Les chiffres n'ont pas d'intérêt en tant que tels, c'est le concept de surdistension régionale lors de l'atélectroma qui est important dans ce travail. 4 années après, Webb et Tierney ont publié leur papier phare dans lequel ils démontrent que chez des animaux qui ont des poumons sains, en ventilant à haut niveau de volume et pression, on peut induire un œdème pulmonaire létal en quelques minutes. Et d'ailleurs, 20 ans après, Tierney a écrit ce point de vue dans la JRCCM, disant que probablement l'importance de cette découverte avait été sous-estimée, y compris par les auteurs du papier. Alors d'où vient cet œdème pulmonaire généré par les hauts volumes et pressions ? L'une des premières hypothèses était qu'il y ait une composante hydrostatique, ce qui est vrai et qui a été bien démontré par l'équipe de Parker. À mesure qu'on augmente la pression d'inflation du poumon, on augmente la filtration capillaire, qui était ici quantifiée par le coefficient de filtration capillaire que vous avez en ordonnée dans un modèle de poumons explantés, ventilés et perfusés. Mais surtout, il y a évidemment un mécanisme lésionnel à cet œdème, ce qui a été bien montré par le papier Princeps de Dreyfus et Saumon, qui ont reproduit l'expérience initiale de Tierney, démontrant qu'en quelques minutes, on générait cet œdème pulmonaire létal, et surtout ont réalisé des tests fonctionnels qui ont permis de démontrer, je n'ai pas de pointeur malheureusement, mais vous voyez sur la figure de gauche une mesure d'eau extravasculaire pulmonaire, et on voit bien que par rapport à la situation contrôle en bleu pâle, lorsqu'on ventile 5, 10 ou 20 minutes, on constitue un œdème pulmonaire. Et à droite, lorsque vous regardez le volume de distribution d'albumine radioactif qui était injecté par voie systémique, il augmente significativement, témoignant d'une augmentation de la perméabilité aux macromolécules de la barrière alvéolo-capillaire. Il s'agit donc bien d'un œdème pulmonaire lésionnel. Et les auteurs avaient à l'époque complété ces données en étudiant les anomalies ultrastructurelles du poumon par microscopie électronique. Et vous voyez en haut, au bout de 5 minutes seulement de ventilation, une barrière alvéolo-capillaire avec au niveau de la flèche noire ce qu'on appelle une bleb qui correspond à un décollement de l'endothélium, témoignant de lésions survenues au bout de quelques minutes seulement. En bas, vous avez, après plusieurs minutes, une rupture complète de la barrière alvéolo-capillaire qui était entraînée uniquement par la ventilation mécanique. Une autre contribution majeure est celle du groupe de Gattinoni qui a démontré dans les années 80, en faisant des scanners thoraciques aux patients atteints de SDRA, que ce qu'on pensait être une atteinte diffuse du poumon, extrêmement hétérogène, avec un gradient ventrodorsal de perte d'aération pulmonaire qui a abouti à ce qu'on a appelé le baby lung. Si on regarde maintenant les déterminants mécaniques du VILI,
Le principal déterminant, c'est la distension pulmonaire. Alors, il y a eu une controverse initialement sur est-ce que c'est la pression ou le volume qui sont délétères. Là encore, des expériences finalement assez simples de Dreyfus et Saumon ont permis de répondre à ces questions. Lorsque on soumettait des rats aux poumons sains à 3 conditions expérimentales, ventilation à haute pression au volume, colonne de gauche sur chacune des 3 figures, haute pression et bas volume en strappant le thorax des animaux avec une ceinture, ou basse pression au volume avec un modèle d'Iron Lung, on voyait bien que ce soit l'eau extravasculaire pulmonaire, le poids sec du poumon ou à droite le volume de distribution de l'albumine, c'était bien les situations où il y avait un haut volume généré, qu'il soit à haute pression ou basse pression, qui entraînaient de l'œdème pulmonaire. Et finalement, peu importe qu'on parle de volume ou de pression, dans la mesure où, quand on parle de pression, on parle bien de la pression transpulmonaire et non pas de la pression... J'ai encore un problème de micro, merci. Et toujours dans cette étude de la distension pulmonaire, l'approche strain, qui veut dire en gros déformation, est particulièrement intéressante. Et si on revient au principe physique de strain, l'exemple du ressort est assez intéressant pour comprendre. On prend un ressort qui a une certaine longueur et une certaine tension au repos. On distend ce ressort et on l'allonge d'une longueur X. Eh bien, le strain, la déformation qu'on a appliquée à ce ressort, c'est X divisé par sa longueur initiale. Si on applique ce principe à la mécanique du système respiratoire, le strain pulmonaire, c'est tout ce qu'on met dans le poumon au-dessus de la CRF, c'est-à-dire le volume courant et, le cas échéant, le volume induit par la pression expiratoire positive que l'on rapporte à la CRF du sujet. Et là encore, le groupe de Gattinoni a validé l'intérêt de ce marqueur strain comme prédicteur de Willi en ventilant des animaux aux poumons sains à des niveaux croissants de strain pendant des durées prolongées de l'ordre de 48 heures. En fin de ventilation, il prélevait les poumons des animaux, les pesait, et vous voyez qu'ils établissaient une relation entre un strain supérieur à 1,5 ou 2 et la survenue d'un œdème pulmonaire. Et de manière intéressante, ce concept de strain est très puissant, puisque vous voyez que dans une espèce de méta-analyse des travaux expérimentaux sur le Willi, le même groupe d'auteurs démontrait qu'on pouvait établir une relation entre le temps de ventilation mécanique nécessaire pour générer du Willi et le strain appliqué aux poumons des animaux. Alors bien entendu, si chez un sujet sain qui fait à peu près ma taille et qui a une CRF de 2,5 litres, on utilise ce principe, il faut 2 fois la CRF pour générer du Willi, ça fait 5 litres, ce qui est énorme. Et donc on ne perdra pas de vue que ceci est surtout applicable aux patients qui ont un effet baby lung marqué. Et donc si on raisonne sur un patient qui a un SDRA avec une CRF de 300 ml, le strain de 2, c'est un volume courant de 600 ml. Et là, on rentre dans des ordres de grandeur qui sont tout de suite beaucoup plus pertinents. Il doit y avoir un faux contact avec le truc parce que ça ne passe pas. Je ne sais pas si c'est possible de passer la diapositive suivante ou de me redonner un autre pointeur. Enfin, un autre... Merci. Encore la suivante, s'il vous plaît. Donc, l'autre déterminant du Willi, ce sont ce qu'on appelle les lésions à bas volume. Quelles sont ces lésions? C'est tout ce qui résulte des phénomènes d'ouverture-fermeture répétée des voies aériennes distales, l'atelectroma de Mead, ou des lésions cellulaires bronchiolaires, je suis désolé, merci, qui résultent de phénomènes de variation de tension de surface quand on a une bulle d'air qui chemine dans une voie aérienne collabée ou remplie d'une colonne liquidienne. De manière intéressante, enfin importante à retenir, ces lésions à bas volume nécessitent des lésions pulmonaires préalables pour survenir, puisqu'un poumon sain, en théorie, ne répond pas à ces critères. Donc il va falloir un peu d'œdème pulmonaire, un peu d'atélectasie pour que ces lésions puissent se développer. Ces lésions à bas volume, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles prédominent dans les régions postéro-basales du poumon, comme vous le voyez sur ce schéma, chez des animaux déplétés en surfactants et ventilés avec une PEP de 0.
Vous voyez que dans les régions 1-2, qui sont les régions postéro-basales du poumon, en noir, c'est là où on a un score de lésion pulmonaire particulièrement important. De manière intéressante, quand on applique une pression expiratoire positive, non seulement on réduit globalement le niveau d'agression pulmonaire, mais également on rend les lésions beaucoup plus homogènes à travers le poumon. Alors, la présence de lésions pulmonaires sous-jacentes a évidemment un impact important. Ça a été mis en évidence par de nombreux travaux expérimentaux qui ont le même type de design que celui-ci. Vous utilisez un modèle d'agression modéré, par exemple l'injection d'acide oléique, qui en tant que tel n'induit pas un œdème important. Vous utilisez chez d'autres animaux une ventilation moyennement agressive qui n'entraîne pas d'œdème pulmonaire. Et en fait, quand vous combinez ces deux agressions, là, vous avez une réponse synergique. Et donc ça, c'est le concept du multiple hit qui est fondamental à retenir pour le Vili. Quand on va ventiler un poumon qui est par ailleurs agressé, la toxicité de la ventilation va être bien plus importante. Un mot sur le biotrauma, qui est une hypothèse qui a été soulevée à partir de constatations expérimentales simples, le fait que quand on ventilait agressivement des poumons, on observait une infiltration du poumon par des polynucléaires neutrophiles, le fait que quand on déplétait au préalable les animaux pour les rendre neutropéniques, on réduisait l'importance des lésions histologiques. Tout ça a suggéré que la réaction inflammatoire secondaire à l'agression ventilatoire pouvait par elle-même générer des lésions. Il y a ce travail qui a fait beaucoup de bruit de Tremblay sur la production de cytokines par le poumon, qui a fait l'objet d'un débat important. Jean Damien, ici présent, ne retrouvait pas une telle production de cytokines en reproduisant les mêmes conditions expérimentales. Toujours est-il que lorsqu'on utilisait, ici dans un papier de Lila Boadma, un modèle où on combinait plusieurs agressions expérimentales, et bien là, on observait une production de cytokines importante. Donc la ventilation en tant que telle induit peut-être une certaine production de cytokines, mais en tout cas, quand elle est combinée à d'autres agressions, là, la production est importante. Quelles sont les applications cliniques de ce qu'on vient de voir? Distension, effet de la distension, lésions à bas volume et biotrauma. Les applications cliniques, pour conclure avec ça, vous les connaissez, elles sont que, avant même d'avoir des preuves grâce à des essais cliniques randomisés du bénéfice de la réduction des volumes courants, les cliniciens avaient été convaincus qu'il fallait moins léser le poumon. Et ce papier de François Jardin le montre bien, où on voit que lorsque les auteurs toléraient entre une série historique et une série plus récente de SDRA un certain niveau d'hypercapnie lorsqu'ils réduisaient le volume courant administré aux patients, eh bien, c'était associé à une meilleure survie des patients. Bien entendu, vous le savez, l'étude du NIH de 2000, qui est probablement l'étude la plus importante sur la prise en charge du SDRA et du Vili, a été une consécration pour les 20 années qui précédaient de recherche expérimentale en démontrant le bénéfice sur la survie de la réduction du volume courant. Un point sur lequel je voudrais insister pour terminer ce topo, c'est que la problématique du Vili, la problématique de la réduction du volume courant dépasse le cadre du SDRA et aujourd'hui on a une accumulation de données qui vont dans ce sens. Des données concernant les patients admis en réanimation, ventilés invasivement, sans avoir les critères de SDRA lors de leur admission. Eh bien, chez ces patients, il y a probablement un bénéfice à réduire le volume courant qu'on leur administre. Des données chez les patients au bloc opératoire, et là on a des données solides, notamment l'équipe de Samir Jaber, qui a bien démontré que lorsqu'on appliquait une stratégie protectrice, on réduisait significativement la survenue d'événements respiratoires en post-opératoire. Et enfin, des données chez le patient ventilé non invasivement, avec l'équipe de Poitiers, qui a publié récemment cette étude ancillaire de Floralie, dans laquelle il était démontré que les patients sous VNI ayant un ALI qui générait un volume courant inférieur aux autres
avaient une probabilité d'échec de la ventilation inférieure. Alors, ça n'affirme pas la causalité entre toxicité du volume courant et échec, mais il n'empêche que on a envie de penser que chez ces patients qui ont le poumon très malade, qui ont un drive ventilatoire très important, qui vont générer des hauts volumes courants, eh bien, on va rentrer dans ce cercle infernal de l'insuffisance respiratoire aiguë avec une amplification des lésions, ce que des experts ont appelé le VILI auto-infligé par le patient. Tout ça pour vous dire qu'il y a, je crois, une généralisation des conditions cliniques dans lesquelles il est pertinent d'être préoccupé par le VILI. Pour conclure, on a vu que la distension téléinspiratoire du poumon était le déterminant mécanique principal de ces lésions induites par la ventilation. On a parlé beaucoup des études expérimentales, du concept du baby lung, qui ont conduit au rationnel de la réduction du volume courant et à l'étude du NIH de 2000. Et j'insiste sur le dernier point, qui est que la problématique du VILI ne concerne pas que les patients ayant un SDRA, mais également tous les autres exemples dont on a parlé. Je vous remercie pour votre attention.